Les baladeurs, une série audio, les Others. Des balades, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ? Prêt? C'est parti. Il y a fort longtemps, la Terre était peuplée d'êtres vivants parmi lesquels un sous-groupe de l'ordre des primates commençait à se relever pour devenir bipèdes. C'étaient les prémices de la préhistoire qui vit naître Homo sapiens, nos ancêtres. L'homme fait partie de la famille des grands singes. Avec les chimpanzés en particulier, nous avons un degré de parenté biologique estimé à 97%. Alors, à quel moment l'homme s'est-il pensé comme une espèce au-dessus des autres espèces? Être primatologue, comme Sabrina Krief, qui dans les vastes forêts brumeuses des monts de la Lune va chaque matin à la rencontre des grands singes, c'est se confronter à ce miroir. Ne pas le nier, mais le regarder en face et avec bienveillance observer les animaux, leurs comportements, leurs émotions, et les préserver du plus grand des prédateurs, nous-mêmes. Quand elle entre dans la forêt ougandaise de Sebitoli, elle se fond dans l'espace où règnent encore les animaux sauvages. Depuis quelques années, avec Jean-Michel, qui est devenu ensuite mon mari, on avait bourlingué un peu partout, à la fois à Bornéo et aussi en Afrique. Et à Bornéo, on avait fait des rencontres extraordinaires avec des orang-outans sauvages qui nous avaient fait l'immense bonheur et joie de descendre vers nous, alors qu'on pensait surtout avoir l'occasion de voir des orang-outans dans des sanctuaires, donc des orang-outans victimes du braconnage et puis relâchés, mais déjà ayant une relation avec les humains. Et là, on avait eu la possibilité de voir des orang-outans sauvages dans cette forêt absolument magnifique, mais vraiment déjà à l'époque très, très menacée. Et donc, j'avais envie, pour la fin de mes études véto, de partir suivre des orang-outans. Et en fait, c'est un projet qui n'a pas pu se faire, mais le vétérinaire qui m'avait orienté vers les orang-outans m'a dit, mais pourquoi pas partir sur un projet un peu similaire, mais sur les chimpanzés au Congo. Et c'est là qu'avec Jean-Michel, en fait, on a découvert à la fois la forêt tropicale et les chimpanzés, puisque pour nous, c'était vraiment un monde inconnu. Et c'est les chimpanzés qui nous ont fait découvrir la forêt africaine. Jusqu'à présent, on avait voyagé au Kenya, en forêt, mais en Asie, mais pas en forêt africaine. Et là, se sont posées des milliers de questions pour lesquelles j'ai pas encore de réponse. Donc, la traque continue. J'avais envie de comprendre comment les chimpanzés se soignaient par eux-mêmes, ce qui m'a amenée en Ouganda, cette fois-ci auprès de chimpanzés complètement sauvages. Et donc, on a postulé tous les deux avec Jean-Michel, puisque lui a développé une envie de mettre en image ces expériences incroyables qu'on vivait. Et donc là, c'est ouvert un champ de recherche, à mon avis, assez inépuisable. When we came at the Dawai, we found them feeding. Ah, yes. What time was it? It was 13:13. Aujourd'hui, depuis 10 ans, on travaille sur un groupe nouveau qui n'avait jamais été en contact avec les humains et donc on a refait ce travail d'approche, d'habituation. Celui-ci donc s'appelle le groupe de Sebitoli et ce groupe-là compte environ une centaine d'individus et sa particularité, c'est que à cause de la conformation du parc, il n'a pratiquement comme voisins que des humains et pratiquement pas de contact avec les autres groupes de chimpanzés.
Donc on est à l'extrême nord et tout autour, il y a des plantations de thé, d'eucalyptus, de maïs, des cultures vivrières. Et il y a aussi une route qui traverse leur territoire. Et c'est ce qui m'a aussi motivée à travailler donc, sur ce nouveau groupe, puisque j'avais envie de comprendre ce qu'allait être l'avenir des chimpanzés, sachant que la principale menace pour eux, ce sont les hommes. Et toute action sur la forêt a un effet délétère sur les grands singes. Alors à Sébitoli, en fait, comme les chimpanzés au départ ne sont pas habitués à l'humain, la plupart de nos recherches sont d'abord faites la journée. Donc l'objectif c'était de trouver des indices de la présence de ces chimpanzés, donc au sol, par les empreintes, par les crottes, par les restes alimentaires au pied des arbres, par les cris, les vocalisations dans la forêt. La vie avec les chimpanzés est absolument pas monotone parce que chaque jour est différent. Ils dorment à des endroits différents, donc on découvre chaque partie de la forêt dans des arbres différents. Ils sont jamais avec les mêmes individus, sauf la mère et son bébé qui est pas encore sevré. Chaque matin, quand on part, on ne sait jamais ce qu'on va découvrir et ce qui va se passer dans la journée. Et évidemment, à part les chimpanzés, dans cette forêt, parce qu'on est au pied du Rwenzori, c'est un des hotspots de biodiversité, donc un des endroits du monde où la diversité en espèces animales et végétales est la plus forte. C'est juste fascinant parce qu'on peut rencontrer des éléphants, des oiseaux, des reptiles, des petites grenouilles, et, enfin, des choses absolument incroyables qu'on voit nulle part ailleurs. Et puis, un jour, on a enfin réussi à suivre les chimpanzés pendant la journée jusqu'à ce qu'ils construisent leur nid le soir. Et donc, là, ça a été vraiment une grande excitation parce qu'on s'est dit, ça veut dire que demain matin, on va peut-être pouvoir tenter d'aller les retrouver au nid et que peut-être on va pouvoir, comme ça, enchaîner 2 journées de suivi. Donc, le lendemain matin... c'est un peu une journée comme les autres, même si toutes les journées ne se ressemblent pas, mais malgré tout, en général, on arrive à localiser les chimpanzés quand ils sont dans un grand arbre avec beaucoup de fruits, parce qu'à ce moment-là, ils vocalisent et ils ont tendance à se regrouper, parce que les chimpanzés aiment partager leur repas. Et donc après ce repas, quand il y a beaucoup de chimpanzés, ils sont moins craintifs. Donc à la suite de cette consommation, quelques individus ne partent pas très loin et construisent un nid à côté du gros ficus où ils s'étaient alimentés, nous offrant donc la possibilité à distance d'entendre des craquements de branches et de nous douter qu'ils sont en train de construire leur nid, même si, comme la nuit tombe, on ne voit pas qui fait le nid. Et généralement, on sait, par notre expérience, que c'est le matin, au moment où ils vont se lever, quand le jour, l'aube va arriver, qu'on va pouvoir découvrir qui était dans ce fameux nid. On rentre à la station de recherche, qui peut être à une demi-heure de marche, mais aussi à 2 heures ou 2 heures et demie. À l'époque, ce qu'on appelle notre station de recherche, c'est plutôt nos tentes igloo qui sont à côté de petits bungalows que les autorités du parc, donc l'Uganda Wildlife Authority, a construit théoriquement pour les touristes, sauf qu'il n'y a absolument pas de touristes. Donc ils nous autorisent parfois à utiliser ces bungalows. Et on a 2 guides, 2 assistants en fait, avec lesquels on a travaillé avant à Kanyawara et qui avec nous explorent ce coin inconnu. Aussi parce que pour l'instant, il n'y a absolument aucun chemin. Donc on utilise uniquement les pistes que font les éléphants pour nous déplacer, notre GPS, notre boussole, et donc faire 1 kilomètre, ça pouvait nous prendre 3 heures ou 4 heures. On part le matin en espérant arriver au lieu du nid suffisamment tôt avant qu'il soit réveillé, mais c'est quand même aussi un gros défi physique parce qu'il n'est pas question de traîner.
Donc on part avec nos lampes frontales, notre sac à dos, la trace qu'on a faite la veille au soir. Du moment où on entre jusqu'au soir, elle est extrêmement changeante. On est dans une forêt d'altitude, à 1600 mètres, donc le matin il y fait froid. On part souvent avec une fourrure polaire, ou en tout cas assez couvert. Et on rentre dans une forêt qui est vraiment opaque et sombre, parce que aussi souvent c'est nuageux. Cette forêt, c'est les forêts de Gorille dans la brume, hein, quand même relativement humides. Et puis au fur et à mesure que on entre dans la forêt avec notre lampe frontale, qu'on marche, petit à petit en fait nos sens commencent à s'habituer. Et on arrive au fur et à mesure du chemin, même si notre objectif c'est d'arriver le plus vite possible pour pas louper les chimpanzés, à capter déjà quelques signes de cette grande richesse animale en particulier. Donc parfois on a plein de petites lucioles autour de nous qui nous montrent en quelque sorte le chemin. Mais le plus souvent à cette heure-là, vers 5 heures, la forêt est relativement calme. C'est que quand on s'approche du lever du jour, vers 6 heures, que les singes, par exemple, commencent à se réveiller. Souvent, quand on passe sous leur dortoir, des colobes, les colobes baies, les colobes guéreza, noirs et blancs, les red-tail, donc qui sont des petits singes avec des queues rouges, là, forcément, on a tendance à les réveiller un peu. Donc, parfois, il y a des petits cris d'alarme, parfois, simplement des cris de communication et de contact entre les colobes. Et ça, c'est extrêmement impressionnant parce que leur cri ressemble à un croissement de grenouille, mais une grenouille qui ferait 12 kilos. C'est assez impressionnant. Et ils se répondent, ils sont à distance. La forêt s'emplit de sons très très forts, très gutturaux, qui se répondent comme ça et qui résonnent très très loin. C'est absolument magique. Puis ensuite, il va y avoir les oiseaux aussi. Souvent, donc, on arrive à un endroit où, pas loin, il y a un arbre en fruits. Forcément, si les chimpanzés sont attirés par cet arbre, il y a aussi d'autres animaux. Et tout particulièrement, donc, les touracos, les toucans, qui, eux, se déplacent avec un bruit d'ailes, en plus de leur vocalisation, qui sont aussi impressionnantes. Et puis donc on arrive à l'endroit où donc, il y avait le gros ficus et les nids qu'on pensait être à côté. Il faut arriver en faisant le moins de bruit possible. On garde quand même une distance de 40 mètres à peu près, en ayant bien vérifié sur notre GPS qu'on est au bon endroit. Il faut s'asseoir. Là, on rentre vraiment en contact avec la forêt. Le sol est souvent froid, humide, boueux. Mais en fait, on a plutôt plaisir à s'y asseoir. On a l'impression de faire corps avec cette forêt et petit à petit d'oublier qu'on est là pour les chimpanzés et de se laisser bercer par le bruit de la forêt et d'attendre simplement le réveil des chimpanzés. Et puis, on attend jusqu'à ce que le jour se lève et en principe, c'est l'heure à laquelle donc les chimpanzés font d'abord pipi. Donc on entend les gouttes de pipi qui tombent sur les branches, puis des mouvements, des bruissements de feuilles, des craquements des troncs d'arbres. Sauf que là, on entend les oiseaux, on entend les autres animaux, mais l'endroit sur lequel on est focalisé, il n'y a aucun mouvement. Et effectivement, après que le jour se soit levé, on s'approche et tout doucement, en espérant toujours qu'il soit couché et qu'il soit en train de faire une grasse mat. Mais non, finalement, il n'y a personne. Et ce qu'on ne sait pas, c'est si ils nous détectent avant qu'on arrive, parce que même si on essaye vraiment d'arriver le plus doucement possible sur la pointe des pieds, sans faire de bruit, de baisser nos lampes frontales, évidemment, déjà la journée, ils nous perçoivent. Donc là, comme ça, en pleine nuit, on est un peu comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Et donc, je pense que dès qu'ils nous entendent, ils dégringolent, mais que nous, on n'arrive pas du tout à capter ça.
Et malgré tout, il faut toujours garder une petite vigilance, parce que quand on s'assoit, on peut s'asseoir non seulement sur des insectes qui piquent, mais il y a aussi des reptiles, et puis surtout, il y a des éléphants. Les éléphants en forêt sont souvent les moins détectables parce qu'ils ont un rythme d'activité le jour comme la nuit, des moments de repos à la fois dans la journée et dans la nuit, pendant lesquels ils font pas du tout de bruit. Donc il peut arriver qu'on soit très très proche d'un éléphant et que pendant 5 minutes, 10 minutes, on ne s'en rende pas compte, jusqu'au moment où soit on va entendre un énorme craquement d'arbres ou des branches qui vont être cassées, mais avec une vigueur, il n'y a pas de doute, c'est un éléphant, ou bien tout simplement une espèce de borborygme qui est un cri de contact mais qui ressemble à un gargouillis d'estomac quand on l'entend, parce que c'est justement un cri une vocalisation qui est faite pour se localiser entre éléphants, des éléphants qui sont relativement proches, ça veut dire qu'on est très très proche. Et donc là, tout le monde d'un seul saut prend toutes ses affaires et part en courant dans le sens opposé, en espérant qu'on ne soit pas au milieu d'un troupeau, ce qui arrive aussi. Donc il y a à la fois des moments où on est complètement détendu, et quand ça nous arrive, on a tous nos sens en alerte, et ça va durer pendant plusieurs heures en principe, et souvent le lendemain matin, on est beaucoup moins confiant. Ce chemin que certains jours on fait dans le calme, en profitant vraiment de tout, là il devient vraiment angoissant, et c'est souvent quelque chose qui se transmet parce que le moindre bruit, on s'arrête, on est à l'écoute jusqu'à ce qu'on soit sûr que ce soit pas un éléphant. Il peut arriver qu'on reste une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures à un même point parce qu'il y a un groupe d'éléphants et qu'on attend qu'ils passent avant de pouvoir continuer notre route. Au départ, quand on travaille sur des animaux, vraiment ce qu'on apprend, c'est l'objectivité et le recueil de données systématiques. Ce qu'on fait évidemment sur le terrain. On donne des noms aux individus, on donne des codes, et quand on relève les données, on indique ces codes. Malgré tout, je pense que quelle que soit l'espèce sur laquelle on travaille, c'est pas uniquement sur les chimpanzés, on découvre que les individus ont des personnalités assez rapidement. C'est extrêmement fort chez les chimpanzés, et forcément de mieux prendre en compte les différences, non seulement au niveau des individus, mais aussi au niveau des groupes, est capital. C'est ce qui a permis de découvrir que les chimpanzés avaient des cultures, par exemple, et que certains individus ont un tempérament, un comportement qui fait qu'ils ne mènent pas la même existence, voire la même relation avec leurs congénères. Pour tous les chimpanzés, on les a d'abord rencontrés de loin. On a d'abord vu une silhouette, on a d'abord regardé dans les jumelles et essayé de reconnaître quel trait particulier nous permettrait de le nommer et de le reconnaître lors des contacts précédents. Une des premières chimpanzés qu'on a pu identifier, reconnaître, nommer, c'est Koutou. En fait, on l'a assez facilement reconnu parce qu'il lui manquait une oreille. Koutou en Routoro, qui est la langue locale, veut dire oreille. Donc c'était une vieille femelle reconnaissable parce que il lui manquait son oreille, mais aussi par sa silhouette, toute décharnée, un peu hirsute. Donc, elle a plus beaucoup de poils dans le dos, ses poils sont beiges, elle a les jambes très, très fines, très maigres, les poils sur les épaules un peu hirsutes, puis sur la tête aussi. Puis elle a une figure émaciée tout en longueur et un regard doux et gentil. Alors, elle doit avoir pas loin de 50 ans. Aussi son comportement calme. C'est une des seules qui ne fuyait pas au début quand on approchait. On s'est toujours demandé si c'est parce qu'elle entendait mal ou voyait mal, ou bien si c'est parce que finalement elle avait acquis une sorte de confiance. Elle avait donc un jeune enfant encore. Les chimpanzés femelles n'ont pas de ménopause. Donc elle avait ce jeune enfant qu'on a appelé Kimchi, qui avait 2 ans. Et alors que généralement les femelles qu'on
ont des jeunes bébés sont beaucoup plus craintives et changent complètement de comportement. Elle restait tout à fait calme. Kutu et Kimchi, c'est les deux chimpanzés qui nous ont donné le plus de données et le plus d'informations sur cette communauté de Sébitoli au début. Et ce qui était génial, c'est que quand elle était là, les autres étaient aussi en confiance. Donc elle transmettait son caractère calme, placide aux autres. Pour nous, au tout début, ça a vraiment été notre mascotte. Malheureusement, elle a disparu justement, probablement à cause des hommes, dans les plantations. On a retrouvé son squelette, et Kimchi, qui par contre, lui, a survécu à la mort de sa mère quand il avait 5-6 ans à peu près. Ce qui est assez extra aussi, c'est qu'il a été comme adopté par 2 copines de sa mère, 2 vieilles chimpanzés aussi, Pénélope et Galette. Et donc quand Kimchi se déplaçait, très souvent avec lui, on y trouvait Galette, donc une vieille femelle qui a la face plate, comme une galette, et le dos courbé, probablement un problème d'arthrose très important, qui elle donc n'a pas d'enfant, et Pénélope, à qui jusqu'à ce que la génétique nous révèle sa progéniture, on ne connaissait pas non plus d'enfant. La génétique nous a fait découvrir qu'il y avait un mâle adulte qui était souvent avec elle, qui finalement était son fiston, confirmant ce qu'on sait déjà, mais que les jeunes mâles ne rompent pas du tout avec leur mère et continuent à venir régulièrement les voir, et que c'est un comportement qui se prolonge tout au long de la vie des mâles chimpanzés. Donc cette proximité avec leur mère quand elle est toujours vivante est assez étonnante. Là-haut, c'est Kitaka. Kitaka, ça veut dire terre. Parce qu'elle a les jambes couleur terre. Celui qui est arrivé juste avant, c'est son fils, Ntabou. Ça veut dire bout. Et son bébé, qu'elle porte sur son ventre, c'est Gaia. Gaia, ça veut dire terre en latin. Oh, another female with a clinging infant. How many are they? C'est pas possible. Il y a 2 femelles qu'on n'a pas réussi vraiment à identifier, avec 2 jeunes enfants, donc de moins de 2 ans. Donc, ce qui fait qu'en tout, dans l'arbre, on a 4 femelles avec des enfants. Donc la relève est là. Femelle adulte, 25 ans, chauve, avec 2 filles, une de 2 ans, les oreilles claires, les poils ébouriffés. L'autre d'environ 8 ans, vue aussi le 22 juillet. Les premiers chercheurs et observateurs de chimpanzés ont utilisé des subterfuges pour les approcher rapidement et gagner leur confiance, qui était donc l'alimentation. Et Jane Goodall en particulier a utilisé les bananes qu'elle mettait dans des boîtes de distribution pour ne pas que les chimpanzés fassent le lien entre les humains et ces bananes. Mais malgré tout, ils ont bien détecté que les personnes qui mettaient les bananes dans les boîtes, c'était les humains. Et ça a non seulement modifié le comportement, puisque c'était beaucoup plus facile d'attendre que les bananes des boîtes soient distribuées, plutôt que d'aller chercher parfois à 10 km des fruits. Il ne faut pas croire que la forêt tropicale regorge de fruits juteux, sucrés et très disponibles. Non, c'est un sacré boulot quand on est un chimpanzé de devoir trouver ces aliments qui sont en plus souvent plutôt secs, pas très juteux, pas très sucrés. C'est bien notre travail de domestication des fruits qui les ont rendus si savoureux. Ça a modifié le comportement des chimpanzés, et ça a aussi modifié leur relation aux humains, puisqu'il y a eu des agressions, ce qui n'a jamais été le cas, par exemple, à Sébitoli. Jamais aucun de nos assistants, ou même nous, avons été menacés, touchés, frappés, mordus par les chimpanzés. Une fois que ce constat a été fait par les primatologues, ça a été complètement banni. Comme tout contact, aujourd'hui, est absolument banni, et le fait de garder 8 à 10 mètres de distance avec les chimpanzés ou avec les gorilles, c'est une règle
qui est fixé pour tous les chercheurs et pour tous les touristes. Ce qui veut dire que, par exemple, malgré tout, il y a des jeunes chimpanzés qui sont curieux et qui aimeraient bien parfois venir près de nous, essayer de regarder ce qu'il y a dans nos sacs, etc. Dans ce cas-là, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on leur montre de l'indifférence à notre tour, on leur tourne le dos, on ne les sollicite absolument pas, ni du regard, ni même par des gestes qui pourraient les engager à s'approcher de nous. Par exemple, le grattage est un geste qui permet de solliciter le grooming, l'épouillage. Et évidemment, les chimpanzés sont des fervents adeptes de l'épouillage, pas simplement pour les questions de propreté, d'hygiène, mais surtout pour les questions de contact et de lien d'affection. L'épouillage permet de faire tomber les tensions sociales et de montrer de l'attention envers un congénère. Donc si on commence à se gratter en regardant le chimpanzé, ça peut lui dire j'aimerais bien que tu viennes m'épouiller. Donc là, c'est un très mauvais signal à envoyer à un jeune chimpanzé qui va se dire tiens, j'ai peut-être un partenaire sympa qui va aussi m'offrir un peu d'épouillage. Il y a des règles de conduite à avoir pour ne pas les perturber et rester le plus neutre dans l'environnement. Et c'est ça qui fait que petit à petit, donc, soit les nouveaux assistants, soit les étudiants s'intègrent dans un code de conduite et un mode de comportement qui fait qu'on perturbe le moins possible les chimpanzés. D'abord, on le voit très loin et petit à petit, on approche et on apprend à le connaître mieux. Il n'y a pas un jour où on a vu cet individu à 10 mètres et après, le contact a été fait. Mais ce qui a fait la différence, c'est le jour en fait où je suis avec Jean-Michel et donc Jean-Michel essaye de prendre des photos des chimpanzés et du groupe, du petit sous-groupe qu'on est en train de suivre. Et depuis quelques instants, depuis quelques minutes en fait, alors que moi je prends les données, je l'entends plus. Je sais plus s'il est à proximité de moi et que c'est juste parce qu'il prend les photos, mais j'entends même pas le déclenchement. Donc une fois que j'ai fini mon observation qui dure 10 minutes, je pars à sa recherche, donc je fais je commence à faire le tour de l'arbre, de l'endroit où les chimpanzés sont en train de s'alimenter. Et puis au loin, j'aperçois sa silhouette, et puis effectivement, il est immobile avec son appareil, et je lève les yeux et je vois à, disons, près 12-13 mètres de lui, peut-être 15, une grosse silhouette immobile, mais qui me semble à cette distance vraiment très très proche de lui. Donc je décide de m'approcher vraiment doucement pour bien sûr pas perturber ce contact qui m'a l'air tout à fait particulier. Dans mes jumelles, je me rends compte que c'est Elliot, ce mâle d'une corpulence assez impressionnante, c'est le mâle dominant. En plus, nos chimpanzés assez bitelis vivent en altitude et donc ont une fourrure très épaisse qui leur donne encore plus cet air costaud. Et donc Elliot et Jean-Michel se font face. Jean-Michel a son appareil photo, mais il le prend pas en photo. Petit à petit, j'arrive à côté de Jean-Michel. Et là, on est tous les deux face à Elliot, qui semble relativement détendu, qui de temps en temps nous regarde, de temps en temps se gratte doucement, mais n'est pas du tout hérissé. Le fait de s'hérisser, ça montre la crainte, l'anxiété ou l'excitation. Là, sa fourrure est plate. Il a les pieds dans le vide, ballant. Il nous observe. C'est un moment, quelques minutes assez fabuleuses. On n'a jamais réussi à être aussi près d'un chimpanzé. J'ai le cœur qui bat la chamade. J'ai l'impression que mes jambes vont me lâcher. Et j'essaye de me donner une contenance en prenant mon carnet, en notant des choses. Et puis à un moment donné, Elliot nous tourne le dos. Et là, on se jette un regard avec Jean-Michel. Tous les deux, on se dit c'est gagné. Le fait qu'un chimpanzé nous tourne le dos veut dire qu'il a complètement confiance de ce qui peut se passer derrière lui. Ça peut paraître parfois un peu idiot de se dire c'est le moment où le chimpanzé nous montre de l'indifférence qui nous a fait le plus plaisir. Mais là, pour le coup, c'était vraiment le cas.
Aujourd'hui, Elliot a vraiment transmis sa confiance aux autres individus. Il nous accepte, nous et notre équipe, parce qu'on essaye toujours d'être le plus petit nombre possible avec les chimpanzés, mais sur le terrain aujourd'hui on a 25 assistants. On se déplace en plusieurs équipes, mais toutes nos équipes sont identifiées par les chimpanzés comme étant des équipes amies. On sait qu'ils sont capables de faire la différence entre nous, qui sommes donc avec des sacs à dos, des bottes en caoutchouc, qui marchons toujours à peu près au même rythme, qui parfois sortons des sacs plastiques pour récupérer les urines sous eux, faisons du bruit parfois, et les éventuels braconniers qui peuvent se déplacer dans la forêt, ou bien les villageois qui sont à la lisière et qui les pourchassent. Ensuite, c'est aussi une reconnaissance individuelle. Par exemple, quand un nouvel étudiant ou un nouvel assistant ou une équipe de tournage arrive avec nous, on voit que les chimpanzés sont en alerte, vigilants, vraiment scannent et s'assurent que le comportement de ces gens-là est bien un comportement qui colle avec un comportement ami. On sait que quand nous on arrive et qu'on a un petit regard qui consiste probablement à dire tiens, celui-là il a une tête que je connais et il fait partie du groupe, c'est bon signe. Et le plus rapidement ils se remettent à leurs activités, meilleur est le signe de cette acceptation. On est en fait devenu une sorte, on pourrait dire souvent une communauté hybride, parce qu'on fait partie de leur vie, mais malgré tout, ils n'attendent rien de nous, même si nous, on espère pouvoir leur apporter cette protection. Ils n'attendent absolument pas d'alimentation, et cette relation de confiance, elle s'est bâtie uniquement sur le contact visuel, et pas du tout sur le contact ni physique, ni dans l'attente d'une alimentation. Et à Sebitoli, en fait, on travaille surtout en géographie, en fait, pour essayer de décrire et de mieux connaître cet habitat, et aussi de localiser les endroits où les chimpanzés vont. Donc on utilise ces fameux indices que sont les restes alimentaires, les crottes, pour essayer de montrer quelles sont les parties de la forêt qu'ils utilisent et essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'ils évitent les humains ? Est-ce qu'ils évitent les lisières, les bordures, les endroits où, par exemple, il y a les usines de thé, la route, les bords de route ? Ou bien est-ce que, finalement, ils ont intégré ces éléments humains dans leur territoire et que ça fait partie de leur milieu de vie ? T'as la clé de la caméra ? Pour nous aider dans nos recherches, on a des espions, des subterfuges, que sont les caméras à détection de présence, donc les caméras trap en anglais. Donc ces caméras, en fait, elles sont posées dans la forêt, à différents endroits, et elles se déclenchent à chaque fois qu'un mouvement se produit face à elles, à une distance de 10-15 mètres. Et elles se déclenchent le jour comme la nuit. Et donc on en a posé un peu partout dans la forêt, et également en lisière, justement, pour essayer de savoir si les chimpanzés viennent à cette lisière, et s'ils y viennent, ce qu'ils y font. Parce qu'on avait des indices qui montraient qu'ils semblaient passer de la forêt aux champs cultivés des villageois, et tout particulièrement aux champs de maïs. Mais quand on interrogeait les villageois, le plus souvent ils nous répondaient non, on a beaucoup de problèmes avec les éléphants qui sont vraiment qui nous pillent littéralement nos champs, entraînent des gros dommages. On a aussi des problèmes avec les babouins, parce que les babouins arrachent les tiges, ils font des gros dégâts, mais les chimpanzés pas tellement. Nous, on avait quand même des doutes, donc on a posé ces pièges vidéo à la lisière. C'est la nuit, ça, non ? Les feuilles bougent, à mon avis. Oh, hey, chimpanzé. Waouh. À 23h51, le 7. La nuit, ça c'est à 0h05. Femelle. Il faut qu'on voit sa tête. Attends.
une des premières fois où on a relevé les pièges et on a observé les vidéos, on a eu la surprise incroyable de découvrir que finalement les chimpanzés venaient bien dans les champs de maïs, mais surtout qu'ils avaient mis en place une stratégie qui consistait à venir de nuit pour tromper la vigilance des humains. Ce qui explique que les gens disaient non, nous on voit surtout des éléphants et des babouins, mais que les chimpanzés passaient comme ça en douce et réussissaient en fait à franchir les barrières potentielles que les humains avaient mises en place, parce qu'en fait dans cette zone-là, pour essayer de se prémunir contre les incursions des éléphants, ils ont creusé des grosses tranchées de 3 mètres de profondeur et de 3 mètres de large, qui évitent que les éléphants puissent pénétrer dans les champs. Et à l'endroit où on avait posé notre caméra trappe, celle où on a eu les premières images des chimpanzés bandits, il y avait un arbre tombé et des épis de maïs côté forêt. Donc on supposait que c'était éventuellement les babouins, mais peut-être aussi les chimpanzés. Et effectivement, là, on a vu que non seulement les mâles, donc Elliot, le mâle dominant, mais aussi les vieilles femelles comme Koutou avec leurs enfants, y compris aussi les femelles qui avaient des nouveau-nés, passaient cette espèce de pont et allaient jusque dans le champ, avec des stratégies assez amusantes aussi, puisque les mâles souvent grimpent dans les arbres qui sont des eucalyptus qui sont plantés en lisière pour faire le guet, probablement vérifier qu'il n'y a pas de danger, et ensuite tous les autres pénètrent. Là c'est la fête quoi. Le festin. Ce qu'on a aussi réussi à analyser en regardant ces vidéos et en comparant le comportement des chimpanzés de jour et de nuit, c'est que finalement, la nuit, ils sont beaucoup plus relax, alors que la journée, c'est des allers-retours très rapides dans lesquels ils ramènent 1 ou 2 épis de maïs. La nuit, ils restent beaucoup plus longtemps. Ils ramènent pas forcément le maïs, donc ils consomment sur place. Il y a beaucoup moins de signes d'angoisse, d'anxiété. La journée, on les voit se mettre en bipédie, donc debout sur leurs 2 jambes, regarder au loin. Parfois, on voit qu'il y a des diarrhées qui montrent qu'ils sont vraiment anxieux, mais vraiment taraudés par la gourmandise. Quand même, ils y vont, mais on sent qu'ils sont vraiment stressés. La nuit, on a quelque chose qui est beaucoup plus calme, avec des passages donc, sur ce pont lentement, et puis des individus qui reviennent parfois les bras chargés d'épis de maïs, mais jamais dans la précipitation. Dans la journée, on a des groupes de chimpanzés qui reviennent en courant à toute vitesse. On entend les chiens, on entend les gens qui crient. On comprend pourquoi ils ont modifié leur comportement pour devenir nocturnes. Parce que théoriquement, les chimpanzés n'ont aucune adaptation à la vie nocturne, à la vision nocturne même. On ne sait pas comment s'est fait cette transition. Ce que les villageois disent, c'est oui, peut-être qu'on a vu quelquefois des chimpanzés pendant les nuits de pleine lune, mais quand on regarde nos données, en fait, les pillages se produisent en dehors des nuits de pleine lune, donc vraiment à la nuit noire. Donc peut-être qu'à un certain moment, au tout début, ils ont profité de la clarté des nuits de pleine lune, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils arrivent à pénétrer les champs de maïs, même quand c'est la nuit noire. Ce qui nous permet de penser que c'est une adaptation relativement rapide aussi, c'est que une fois qu'on a vu ces images, on a alerté les propriétaires des champs en leur disant il faudrait que vous continuiez vos rondes pendant la nuit. Et en fait, ce qui est assez terrible, c'est que ces gens vivent dans leurs champs en fait pour justement éviter qu'ils soient complètement ravagés par les éléphants. Ils vivent dans des espèces de petites huttes qui sont couvertes de bâches, etc., dans une grande pauvreté. Enfin, c'était absolument impossible pour nous de laisser les chimpanzés chaparder de cette façon-là, alors qu'on le savait. Et donc, ils ont commencé à faire des rondes de nuit, mais surtout le soir, parce qu'on avait vu que pratiquement toutes les incursions des chimpanzés, c'était vers 7h, 8h, donc à la tombée de la nuit, et plutôt donc avant minuit. Et on n'avait aucun signe qui montrait qu'ils se réveillaient plus tôt, avant l'aube, pour aller dans les champs. Donc ils ont commencé à faire leur patrouille en pleine nuit, mais le soir. Et là, sur les caméras trappes, on a commencé à voir des chimpanzés le matin avant le lever du jour. Donc ça montre qu'il y a vraiment... Nous, on observe les chimpanzés, mais c'est évident que les chimpanzés nous observent aussi, nous, humains, et réussissent à vraiment
tirer bénéfice de cette proximité, non seulement au niveau nutritionnel, mais aussi au niveau de l'espace. On a empiété sur leur territoire, mais finalement, ils considèrent probablement que ces cultures font toujours partie de leur territoire. Au fur et à mesure, quand les ravages sont importants et que ces gens qui sont dans la grande pauvreté, même s'ils ne consomment pas de viande de chimpanzé, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on est venu en Ouganda et pour laquelle on peut étudier et observer les chimpanzés, parce qu'à peu près partout ailleurs en Afrique, les chimpanzés sont consommés pour leur viande. Donc même si ces gens ne consomment pas de chimpanzés, ils sont amenés à les pourchasser et éventuellement à les tuer, juste pour protéger leur nourriture de demain. Donc ça, c'est vraiment une autre grande question qui nous occupe. C'est comment essayer de réconcilier humains et faune sauvage qui vivent à proximité, comment éventuellement repenser la structure des parcs nationaux, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment une frontière stricte qui est même matérialisée par ces grandes tranchées entre le monde animal et sauvage et le monde civilisé et humain. Et on est vraiment convaincu que la préservation ne pourra être efficace que si les villageois ont envie de protéger cette faune et que c'est pas à nous, Français, qui d'ailleurs avons aussi en France des problèmes avec la faune sauvage, d'imposer une vision, de leur dire il faut protéger ces animaux alors qu'ils détruisent leur culture et empêchent leurs enfants de manger demain. Donc il faut vraiment essayer de rétablir cette connexion, ce lien. Et probablement que la conformation actuelle des parcs nationaux et de la conservation telle qu'elle est pensée n'y est pas favorable. Ce que notre travail a surtout révélé à Sébitoli, c'est qu'effectivement, les chimpanzés sont capables de s'adapter rapidement aux menaces qui pèsent sur eux, comme par exemple des villageois qui leur couraient après avec des lances, en modifiant leur comportement, ou bien même pour la traversée de la route. Ça, c'est assez fabuleux aussi de voir, par exemple, comment Elliot mène les traversées de route. Généralement, il va se mettre en bipédie, regarder à gauche, à droite, vérifier qu'il n'y a pas de voiture qui arrive, et puis ensuite permettre la traversée du groupe avec lequel il est, souvent des femelles avec leur bébé, soit sur le ventre, soit sur le dos. Des individus mutilés, parce qu'en fait, dans l'endroit où on est, les gens ne mangent pas de chimpanzés mais posent des pièges. Et on a environ un quart des chimpanzés qui ont soit des bras en moins, soit des pieds en moins à cause de ces pièges. Donc il y a une sorte de prise en compte de ces mutilations par le reste du groupe qui adapte sa vitesse et qui donc permet aussi la traversée de certains de ces individus. Mais par contre, il y a certaines menaces auxquelles ils auront du mal à faire face parce qu'elles sont beaucoup plus insidieuses. On l'a découvert d'abord au travers des jumelles, parce qu'on s'est rendu compte qu'un grand nombre des chimpanzés qu'on suivait avaient des visages bizarres. À savoir, il y avait une femelle qui avait un bec de lièvre et puis d'autres qui avaient le nez vraiment très plat, voire carrément pas de narines. Au fur et à mesure que donc l'habituation se faisait, qu'on se rapprochait, on voyait vraiment que ces visages étaient anormaux. On a commencé à s'interroger sur les causes possibles. Donc on s'est dit peut-être que c'est de la consanguinité, puisque ils n'ont pas tellement de contact avec les autres chimpanzés. L'autre hypothèse étant, vu que ça apparaissait à la naissance, que ce soit congénital, mais créé par la pollution environnementale. Et ça a ouvert un nouveau champ de recherche, puisqu'on a échantillonné les sédiments, l'eau des rivières, les aliments domestiques qui étaient à leur disposition, donc le maïs. Et on a découvert en fait que les rivières sont une sorte de cocktail toxique. On a trouvé plus de 15 pesticides, dont du DDT, du glyphosate, des néonicotinoïdes. Et l'hypothèse est que ces mamans chimpanzés, quand elles vont dans les champs de maïs, parfois sont gestantes. Pendant les 3 premiers mois de gestation, c'est le moment où tout ce qui est perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets sur le développement du fœtus. Donc aujourd'hui, on a un grand projet qui vient de démarrer, qui est d'essayer de faire une ceinture de thé bio, de thé et d'autres produits bio, parce que donc, le glyphosate est surtout pulvérisé sur le thé, mais les néonicotinoïdes, dont l'imidaclopride, vient du maïs. C'est un maïs enrobé d'imidaclopride qui est semé et qui est planté à la bordure du parc. C'est la transformation, le changement de mode d'agriculture vers une agroécologie avec moins d'intrants chimiques.
on a pu aussi dans les villages se rendre compte que les enfants ont aussi des malformations et même si aujourd'hui le lien n'est pas encore fait directement, il nous semble qu'il ne faut pas attendre que ce soit complètement prouvé pour lancer les transformations. Ce lien familial et le fait qu'on partage une grande partie de notre ADN et que ce soit l'espèce la plus proche de nous, c'est quelque chose qui aujourd'hui est établi. C'est quelque chose qui, pour les populations locales avec lesquelles je travaille, est tellement évident qu'ils n'ont pas eu besoin de la génétique pour nous le prouver. Il y a des clans qui vivent dans cette forêt, qui ont pour totem le chimpanzé et qui les décrivent comme leurs grands-parents. Et pour moi, au fur et à mesure de ces années, après 20 années, à leur côté, c'est clair qu'on est de cette même famille, mais ce qui est encore plus clair, c'est que pour moi, c'est au-delà d'une famille scientifique et génétique. Quand je viens en Ouganda, j'ai envie de savoir ce que Kitaka est devenu, ce qu'a fait Elliot, ce que Apollo va pouvoir m'apprendre aujourd'hui. Au-delà de cet apport scientifique que les chimpanzés m'ont appris, savoir que par exemple ils pratiquent l'automédication, qu'ils utilisent des outils, qu'ils ont des moyens de communication, une politique très très proche de la nôtre. Ils ont aussi des émotions, des liens d'affection, des choses qu'on déniait avant aux animaux. Et ils m'ont appris aussi que cette barrière qu'on érigeait avant entre les humains et les autres animaux, elle n'existe pas. Il n'y a pas de raison non plus de la déplacer et de la placer entre les chimpanzés et les autres singes ou entre les primates et les autres animaux. On fait partie d'une grande communauté vivante, animale et végétale, et qu'on est aussi tous dépendants de la bonne harmonie au sein de notre planète. Donc j'espère que ces frontières symboliques qui existent entre le parc et les cultures vont aussi bientôt s'estomper. Il arrive à vocaliser avec sa chic. Someone coming. Coming. C'est Woody. Ils font du hand clasp. Oh, t'es sûr? C'est intéressant parce qu'on les a jamais vu faire du hand clasp. Le hand clasp, c'est une façon de s'épouiller. Ils se prennent la main, ils se mettent face à face et sous les bras. C'est un trait culturel qu'on retrouve seulement dans certaines communautés de chimpanzés. Ah, tu veux dire qu'ils ne le font pas tous? Non. Kazinga. Kazinga qui monte, celui qui a la jambe blessée, à gauche. Oh. Ah, le pauvre. Parce qu'au départ, on ne voyait pas aussi bien la zone de striction. On avait juste l'impression que c'était cassé. Et là, de plus en plus, en fait, on se rend compte qu'il y a la trace du piège. Vous pouvez découvrir les photographies de Jean-François Krief qui suit les chimpanzés aux côtés de Sabrina depuis leur premier séjour en Afrique dans le bel ouvrage Les chimpanzés des monts de la Lune, paru chez Belin. Et il y a aussi le très beau documentaire de Sylvie Garnier, Les gardiens du mont de la Lune, qui retrace le travail de terrain mené à Sébitoli. Les baladeurs, une série audio Léo Zers, écrit et réalisé par Camille Juzo. La musique est de Alissandra Sack, le mixage est de Laurie Galigani. Et nous vous retrouvons au plus vite pour une prochaine aventure, quand les mesures sanitaires nous permettront, vous et moi, de sortir le nez dehors et d'enregistrer les témoignages qui font ces histoires.
D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les 28 épisodes déjà en ligne pour voyager, même depuis votre canapé. Bon courage à tous, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et mésaventures en pleine nature.